Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, nous reviendrons bien sûr sur l'intervention hier soir de Jacques Chirac sur notre antenne. Le chef de l'État s'est montré très pugnace pour défendre la Constitution européenne. Pour lui, la victoire du non serait un échec pour la France. Un premier pas vers une baisse de la TVA dans la restauration promise par Jacques Chirac. La présidence de l'Union européenne donne son accord. Reste aujourd'hui à obtenir l'adhésion des 25 pays européens. Réservé jusqu'alors aux parents d'enfants en bas âge, le congé parental pourrait être étendu jusqu'à la 16e année de l'enfant. Un projet sera bientôt discuté à l'Assemblée. À la veille des élections législatives en Grande-Bretagne, Tony Blair semble bien parti pour décrocher son 3e mandat. Les travaillistes auraient une dizaine de points d'avance sur les conservateurs. Deuxième vol d'essai pour l'Airbus A380. Les riverains de l'aéroport de Toulouse commencent à s'inquiéter. Ils protestent contre les nuisances sonores au décollage. Selon le magazine Paris Match, Albert de Monaco aurait eu un enfant avec une ancienne hôtesse de l'air d'origine togolaise. Pour l'instant, aucun commentaire en provenance du palais. C'est un chef de l'État pédagogue, plus solennel, qui s'est exprimé hier soir sur notre antenne. Face aux questions des journalistes, Jacques Chirac a défendu la Constitution européenne avec beaucoup de conviction. Pour lui, on ne peut pas être européen et voter non. Véronique Saint-Olive. Une intime conviction pour expliquer l'Europe. Hier soir, Jacques Chirac s'est voulu combatif, au-dessus des clivages partisans. Pour le chef de l'État, la Constitution, en effet, n'est ni de droite ni de gauche. On a dit qu'elle était d'une certaine façon, en parlant d'élargissement, la fille de 1989, c'est-à-dire de la chute du mur de Berlin. C'est vrai, mais elle est surtout la fille de 1789. Ce sont toutes les valeurs de la France. Clin d'œil pour rassurer les souverainistes, mais en revanche, Jacques Chirac n'admet pas la thèse de Laurent Fabius qui appelle à voter non pour renégocier une Europe qui serait meilleure. Moi, je respecte les gens qui sont contre l'Europe, parce qu'ils ne veulent pas d'organisation commune, pour des raisons qui leur appartiennent. Et je les respecte parfaitement. Mais on ne peut pas dire « je suis européen et je vote non à la Constitution ». Ça, c'est pas honnête. Pour le chef de l'État, la Constitution, ce sera demain une Europe plus forte sur le plan économique et sur le plan social. La Constitution d'aujourd'hui, je vous le dis avec toute ma foi, toute ma passion, c'est une Constitution qui allie l'exigence d'un grand marché et l'exigence de l'harmonisation sociale. Et à ce titre, elle est la meilleure possible pour la France. Jacques Chirac a refusé d'évoquer un éventuel changement de gouvernement au lendemain du 29 mai, mais il a lancé une mise en garde si le non l'emportait. Je ne sais pas si ce serait pour moi un moment difficile, mais ce que je sais, c'est que ce serait un moment très difficile pour la France. Alors il faudra attendre les prochains sondages pour mesurer l'impact de cette intervention sur l'opinion des Français. Côté classe politique, le PS regrette cette pédagogie tardive. Les partisans du non parlent de propagande. Alexandre Carra, Bernard Connard. À la sortie du Conseil des ministres ce matin, l'indice de satisfaction de l'intervention présidentielle ne se mesurait pas aux commentaires, mais au sourire. Mon visage est une réponse. Voilà, un gros sourire, voilà la réponse. Dans les rangs de l'UMP, on a également beaucoup apprécié. Moi, je l'ai trouvé convaincant. Convaincant parce que convaincu. Je l'ai trouvé extrêmement à l'aise. Et enfin, des arguments concrets. Des arguments que les socialistes partisans du oui ne reprennent pas entièrement à leur compte. Voter non, c'est voter contre l'Europe. Je pense qu'il faut aller plus loin dans la réflexion. Il ne faut pas dire non plus voter non, c'est un caprice. Ce sont les deux phrases que j'ai retenues comme négatives du propos présidentiel, qui, il faut le dire, était quand même meilleure que sa première émission. En revanche, dans le camp du non de gauche, l'intervention du chef de l'État est assimilée à de la propagande pure et simple. Ce qui m'a frappé dans l'intervention de M. Chirac, qui s'est montré comme le chef du oui, c'était plutôt le chef du oui que le chef de l'État. Ce qui m'a frappé dans cette intervention, c'est, il faut bien le dire, quand même beaucoup de mensonges. Une accusation de mensonge partagée par le non de droite. Un tissu de mensonges. Bolkestein, faux, elle n'est pas retirée. Délocalisation, phénomène négligeable, faux. Il y a 150 entreprises par jour en France qui s'en vont. Le poids de la France qui serait augmenté, faux. Il est diminué puisque la France perd la maîtrise de ses lois, de sa politique étrangère et de ses frontières. Des réactions politiques sans surprise. Reste maintenant à mesurer les effets sur la véritable cible de l'Élysée, les électeurs indécis.
Et en meeting hier soir à Marseille, Nicolas Sarkozy ne s'est pas privé de critiquer Laurent Fabius. Devant 2000 personnes, il s'en est pris au numéro 2 du Parti Socialiste qui, je cite, après avoir toujours dit oui à l'Europe, dit maintenant non. C'est le droit de M. Fabius de conquérir le PS, mais pas sur notre dos. Fin de citation. Hier soir, Jacques Chirac a soutenu la décision du gouvernement de supprimer le lundi de Pentecôte férié. Il en appelle à la responsabilité des Français. Cela ne suffira pas à calmer les esprits. Dans la cacophonie ambiante, le syndicat des médecins généralistes et l'ordre des médecins donnent des consignes différentes à la profession. Didier Guyot, Jean-Claude Martin. C'était là la zone 1 Oui. Et là par exemple, vous avez tourné le poignet, j'ai mal là. Le docteur Jean-Pierre Terrien ne travaillera pas le lundi de Pentecôte. Le cabinet médical sera fermé. Avec plus de 65 heures de travail par semaine, il considère que cela suffit. Un jour férié, c'est un jour de respiration. On a des semaines très chargées. On est très content de voir arriver les week-ends de mai quand on peut profiter de jours supplémentaires. Donc c'est vraiment, on en a parlé très peu puisque on était unanime tout de suite. Il n'est pas question qu'on ouvre. On va écouter ton cœur. Même attitude de la part de ses 3 associés. De toute façon, les secrétaires du cabinet ont été mis en congé. Pour cette journée de solidarité, on payera les cotisations, les charges supplémentaires, mais pour eux, tout cela n'est qu'une mascarade. C'est encore une mesure de replâtrage qui va effectivement apporter de l'argent dans les caisses, mais qui ne solutionnera pas le vrai problème des personnes âgées, de leur prise en charge. Certains médecins travailleront, mais comme ces jours fériés, ils factureront avec des dépassements d'honoraires. Et là, on est bien loin de faire des économies. Paradoxalement, ces suppléments étant remboursés par l'assurance maladie, on aurait effectivement, dans un premier temps, une dépense supplémentaire pour la collectivité plutôt qu'un gain pour la collectivité, ce qui est le but de la loi Raffarin. Quoi qu'il en soit, dans ce quartier de Lyon, pour faire face à la fermeture des cabinets médicaux, des médecins de garde ont été prévus. Et puis, toujours sur notre antenne, hier soir, Jacques Chirac a affirmé que la France était sur le point d'obtenir l'implantation du réacteur ITER à Cadarache. Vous le savez, la France et le Japon s'opposent depuis plusieurs mois sur ce dossier. La presse japonaise annonce, elle aussi, que Tokyo serait prêt à renoncer à ce projet. Agnès Monteux. Sous ce drapeau européen, peut-être le futur réacteur du plus grand projet nucléaire mondial des prochaines années. Alors, dans ce petit coin de garrigue, les délégations se bousculent. C'était aujourd'hui au tour du commissaire européen Jacques Barrot. Il est persuadé que le site de Cadarache a toutes ses chances de l'emporter face à son grand rival de l'autre côté de la planète, au Japon, Rokashomura. L'Union européenne, la Chine et la Russie soutiennent la France et les États-Unis sont derrière le Japon. Les indications que mon collègue Potočnik a ramenées de Tokyo sont positives dans la mesure où les Japonais comprennent que nous avons un calendrier, qu'il ne faut pas retarder le lancement du projet, mais ils n'ont pas encore vraiment décidé. Un très sérieux journal japonais va pourtant plus loin. Citant des sources gouvernementales, il affirme « À ce stade, les négociations se dirigent vers la conclusion d'un accord entre le Japon et l'Union européenne ce mois-ci ». Une affirmation démentie par le gouvernement, mais le bras de fer autour du projet pharaonique d'ITER toucherait tout de même à sa fin, des entreprises japonaises obtenant 20% des contrats de construction. Ce projet très ambitieux voudrait reproduire ce qui se passe à l'intérieur du Soleil pour obtenir beaucoup d'énergie. Il engage surtout la communauté internationale sur 30 ans pour un coût de 10 milliards d'euros. La France qui aurait aussi marqué des points dans son combat pour obtenir une baisse de la TVA dans la restauration. Le président de l'Union européenne ne serait plus opposé à cette idée, mais rien n'est gagné car il faut encore obtenir l'adhésion unanime des 25 pays. Séverine Lebrun. Des plats savoureux, une addition un peu salée, mais ça pourrait changer. La TVA à 5,5 et non plus 19,6%, c'est peut-être pour bientôt une bonne nouvelle pour les clients. Voilà, bon appétit, monsieur. J'espère que ça sera répercuté au niveau des consommateurs. C'est-à-dire que ça va se sentir sur la note, là. Les restaurateurs attendent ça depuis tellement longtemps qu'ils préfèrent ne pas se réjouir trop vite. Ça doit être quelques échéances qui font que ça revienne à la surface par moment. Et j'espère que la dernière échéance ne va pas tarder et qu'on va franchir le pas. Pour changer la fiscalité, il faut l'unanimité des 25 pays de l'Union. Impossible à trouver jusqu'alors. Mais un compromis serait à l'étude, accorder à chaque pays le droit d'appliquer une TVA réduite dans un secteur où il n'y a pas de concurrence entre États.
Le but, que chacun y trouve son compte. Ce serait en tout cas l'occasion pour les restaurateurs français de relancer le secteur. Il faut augmenter les salaires, il faut avoir une politique de prix intelligente, il faut enfin recommencer à investir. Nos fournisseurs sont en cale sèche, donc il faut relancer l'économie et à terme créer des dizaines de milliers d'emplois. Mais rien n'est encore gagné. Le projet sera arbitré en juin. Cette petite avancée tombe quand même à pic à quelques semaines du référendum. La TVA à 5,5%, c'était une promesse du président de la République. Le congé parental ne serait plus seulement réservé aux parents d'enfants de moins de 3 ans. Un projet prévoit d'étendre cette mesure aux pères et aux mères d'enfants plus âgés, histoire d'être aussi disponibles à des moments clés de l'éducation. Christine Beauche, Jean-Pierre Pasteur. Avec la naissance de Roxane, Valérie Vial n'a pas hésité. Déjà maman de Nina, 4 ans, et Juliette, 6 ans, elle va cesser de travailler le temps d'un congé parental, expérimenté à la naissance de sa deuxième fille. Moi je suis dans la vente, donc vendeuse, avec un salaire de vendeuse à mi-temps. J'ai tout intérêt à prendre un congé parental, et ça il le comprend tout à fait qu'avec les frais de garde, en travaillant à mi-temps, c'est pas possible. Pour Roxane, Valérie aura peut-être le choix, soit de prendre un congé parental d'éducation classique d'une durée de 3 ans qui prendra fin au 3e anniversaire de l'enfant, ou le fractionner jusqu'à l'âge de 16 ans, comme le proposent certains députés. Un dispositif plus souple, mais qui ne résout pas la question du financement. On ne peut pas critiquer quelque chose qui est plus souple. Mais la difficulté, c'est de se financer un congé parental, parce que ça, évidemment, on est inégaux devant ça. Car le complément de libre choix d'activité s'échelonne selon les situations et le nombre d'enfants de 347 à 512 € par mois en cas de cessation totale d'activité. Valérie en tout cas a choisi, elle s'arrêtera de travailler jusqu'aux 3 ans de Roxane. Elle me prend énormément de temps, plus 25 ou 30 heures par semaine, ce ne serait pas possible à gérer. Donc oui, moi je prends 3 ans et je crois que c'est là qu'elle a besoin de moi. Elle a besoin de dormir dans les bras de sa maman. Et ce n'est pas pour déplaire aux grandes sœurs. La France a exprimé tout à l'heure sa vive préoccupation après l'attentat qui a fait au moins 46 morts à Erbil dans le Kurdistan d'Irak. C'est l'une des attaques les plus sanglantes dans le pays depuis les élections du 30 janvier. Martine Laroche-Joubert. 9h30. La ville d'Erbil dans le Kurdistan, d'ordinaire tranquille et sillonnée par des ambulances. Un kamikaze vient de se mêler à une longue file d'attente de jeunes Kurdes devant un centre de recrutement de la police. Bilan, 46 tués et 94 blessés. L'un des attentats les plus sanglants en Irak depuis les élections du 30 janvier dernier. C'est la deuxième attaque en 3 jours dans le Kurdistan, 25 morts dimanche dernier. Une violence croissante revendiquée aujourd'hui par l'armée d'Ansar al-Sunna, un groupe proche d'Al-Qaïda. Le voici sur cette vidéo diffusée en janvier dernier. Le Kurdistan, jusque-là relativement épargné, devient donc une cible comme le reste de l'Irak. 14 Irakiens ont été tués à Bagdad en 24 heures. La rébellion ne faiblit pas. Près de 150 morts ces 6 derniers jours. Une recrudescence des attentats qui fait pression sur le nouveau gouvernement officiellement investi hier. Sa priorité affichée, la sécurité, est mise à mal et les sunnites ont boudé la cérémonie. Des premiers pas douloureux pour ce premier pouvoir élu de l'Irak d'après Saddam. Et comme chaque jour se rappelle, notre consoeur Florence Aubenas et son guide Hussein Hanoun sont retenus en otage depuis 119 jours en Irak. Un coup dur vient d'être porté au réseau terroriste Al-Qaïda. Le numéro 3 a été arrêté au Pakistan. Abu Faraj al-Libi est un général de premier plan pour Ben Laden, un des principaux organisateurs pour le réseau. George Bush parle ce soir de victoire essentielle. Cette arrestation, dit-il, élimine un ennemi dangereux, une menace pour l'Amérique et tous les pays épris de liberté. En Grande-Bretagne, à la veille des élections législatives, Tony Blair semble bien parti pour décrocher un 3e mandat. Les travaillistes sont toujours en avance sur les conservateurs. Attaqué sur le dossier irakien, Tony Blair axe surtout sa campagne sur ses succès économiques. Laurent Boussier, Dominique Marotel. Dernière poignée de main, dernière réunion publique. À moins de 24 heures des élections, les leaders des 3 principaux partis politiques britanniques sont encore en campagne. À la veille de ses 52 ans, Tony Blair, au pouvoir depuis 8 ans, fait la course en tête. Malgré le retour en force du dossier irakien,
le chef des travaillistes est pratiquement sûr de l'emporter. Ses points forts, une économie prospère, un chômage faible, et pour lui, une vie de couple stable, dont il confiait ce matin quelques détails croustillants à un tabloïd. Les sondages donnent ce soir à son parti entre 10 et 12 points d'avance sur les conservateurs. Les conservateurs, justement, et leur patron Michael Howard. Toujours deuxième, ils avaient concentré leur campagne sur l'immigration, avant de s'en prendre nommément à Tony Blair, le traitant régulièrement de menteur. Une stratégie qui, malgré tous leurs efforts, n'a pas convaincu. Charles Kennedy, lui, est le leader des libéraux démocrates. Bonne campagne, bonne image dans l'opinion, mais son parti est encore trop petit pour jouer les premiers rôles. Capitalisant sur leur opposition à la guerre en Irak, les Lib Dem devraient gagner des députés, mais rester en troisième position. Malgré cette chronique d'une victoire annoncée, Tony Blair est resté jusqu'au bout très concentré sur sa campagne pour mobiliser ceux qui hésitent encore ou ceux qui seraient tentés par l'abstention. Son but, obtenir demain soir une majorité aussi large que celle des dernières élections en 2001. Tony Blair mise donc sur son bilan économique, un chômage 2 fois moins important qu'en France, une croissance retrouvée et surtout une jeunesse et un dynamisme incarné par ces jeunes entrepreneurs comme Brent Oberman, patron de lastminute.com, le premier voyagiste online en Europe. Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Un œil bienveillant sur sa jeunesse. L'Angleterre a retrouvé sa vitalité. Le Royaume-Uni vit le quasi-plein emploi. Le chômage des jeunes a chuté de 75% en 8 ans. Culture politique ou affaires, les jeunes ont le vent en poupe. Angleterre, on dirait un pays qui bouge, un pays qui est dynamique, un pays en train de faire des choses, un pays où les gens veulent habiter. Habiter et réussir, à l'image de ce Sud-Africain, Brent Oberman, 36 ans. Le patron de lastminute.com ne tient pas en place. Sous ses airs d'étudiant dilettante, il a hissé en 7 ans sa start-up de voyage en ligne à la première place européenne. Une entreprise désormais cotée en bourse qui pèse 2 milliards d'euros. Une des atouts de Londres, c'est pour recruter des talents. Il y a beaucoup de gens qui ont de dynamisme, qui ont de la flair dans le marketing, qui sont super intelligents dans la technologie et tout ça. Et le talent ne manque pas à lastminute. Brent fait aujourd'hui partie des anciens, moyenne d'âge des 2500 employés, 26 ans seulement. C'est mon 3e boulot depuis que j'ai quitté l'université. Ça va faire 3 ans à peu près. C'est la génération Blair, imprégnée de méthodes américaines, surfant sur une économie florissante. Le Royaume-Uni vit une période de dynamisme et de confiance retrouvée. Beaucoup d'entrepreneurs voteront jeudi soir Labour. Labour ont reconnu le pouvoir des entrepreneurs. Et l'avenir? L'avenir, c'est tout rose. Le Royaume-Uni s'est offert une véritable cure de jouvence, le pays désormais où la jeunesse est reine. C'est dans un climat civil tendu que Faure Gnassingbé a prêté serment comme nouveau président de la République du Togo. Hier, la Cour constitutionnelle a validé cette élection très controversée. La France a affirmé aujourd'hui qu'elle n'allait pas faire d'ingérence dans les affaires du pays. Et puis le président de la Polynésie française, Oscar Temaru, est arrivé aujourd'hui à Matignon pour rencontrer le Premier ministre. L'indépendantiste a affirmé que les relations entre Paris et Papeete étaient au beau fixe. Élu il y a tout juste 2 mois en remplacement de Gaston Floss, M. Temaru effectue cette semaine sa première visite officielle en métropole. Une semaine après son premier vol réussi, l'Airbus A380 a effectué cet après-midi un 2e vol d'essai. L'avion a décollé peu avant 15 h, suscitant toujours la curiosité des badauds. Reste que les riverains de l'aéroport de Toulouse-Blagnac commencent à s'inquiéter. Ils protestent contre les nuisances sonores, surtout au décollage. Reportage Isabelle de Lyon, David Bress. 2e décollage, aussi parfait que le premier pour l'A380. Et 2e occasion de protester pour les riverains de l'aéroport qui trouvent cet avion encore trop bruyant. Vous voyez, là, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit pendant qu'il passait. Donc il n'est pas si silencieux qu'il ne paraît, puisque quand il passe, on est obligé de se taire. Dans ce jardin, 88 décibels mesurés au décollage, 96 à l'atterrissage. C'est encore trop pour le collectif contre les nuisances aériennes. On a la preuve par 3 qu'on n'a rien à attendre, nous riverains, de l'amélioration des conditions acoustiques, mais que c'est bien en enlevant cet aéroport qui est dans un endroit trop urbanisé qu'on trouvera la solution au problème des riverains. Selon Airbus, ces mesures ne sont pas significatives.
L'A380 était accompagnée d'une corvette petite mais bruyante. Les conditions d'un vol d'essai ne peuvent être comparées à celles d'un avion de ligne. Avec un avion beaucoup plus gros, on fera beaucoup moins de bruit que les gros avions d'aujourd'hui. Et en plus, on transportera 2 fois plus de monde qu'un avion normal. Ces polémiques n'entament pas l'enthousiasme des Toulousains, encore très nombreux aujourd'hui au bord des pistes. J'ai habité pendant 25 ans à Orly. Je peux vous dire que c'était autre chose. Hein. Vous l'avez trouvé comment? Silencieux et superbe. Des mesures officielles de bruit diront plus tard si l'A380 tient ses promesses. La mairie de Mérignac, près de Bordeaux, vient d'obtenir gain de cause auprès du tribunal administratif. Elle pourra désormais appliquer son arrêté visant à réduire le nombre des panneaux publicitaires. La municipalité considère que c'est une forme de pollution visuelle. David Bazier, Bernard Bonnard. Madame Poupin de Mérignac en Gironde ouvre son séjour. Admirez la vue. Ça nous douche le jour, ça prend de la visibilité. Quand on est à table, on ne voit plus rien que les panneaux. Pourtant, le paysage devrait bientôt changer. 400 affiches sur les 1200 que compte Mérignac sont en cours de démontage. Après 2 ans de bras de fer, la mairie peut enfin appliquer son règlement limitant la publicité. La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de rejeter les recours engagés par les afficheurs. Donc vous voyez là, tous ces panneaux, avec le nouvel règlement, sont illégaux. C'est-à-dire que ce 8 mètres carrés, ce panneau là déroulant va tomber, ainsi que cela. Puisque... Gérard Chausset, adjoint à l'urbanisme, fait l'inventaire de tous les panneaux illégaux. L'affichage est désormais interdit sur les ronds-points, à l'entrée et dans le centre-ville. Ailleurs, les surfaces sont limitées à 8 mètres carrés. Nous ne sommes pas contre la publicité, mais il faut une publicité mesurée qui respecte le cadre de vie et qui respecte également l'équité entre les différents commerces. Ce panneau aussi, que je partage avec un confrère, va être démonté. Celui d'en face aussi. Pour les afficheurs et surtout les plus petits d'entre eux, le coup est rude. Pierre Labusant vient annoncer la mauvaise nouvelle à une habitante qui lui loue son jardin. Et donc, il va falloir que malheureusement on démonte ce panneau publicitaire. Oui. De toute façon, ça va passer par des licenciements, ne serait-ce que c'est chez les sous-traitants. Et si jamais il y a contagion de ce règlement sur les villes voisines, là, ça va être donc la perte tout simplement des entreprises locales indépendantes. D'autres communes ont contacté Mérignac pour imiter son exemple. Mais un grand afficheur national a décidé, lui, de braver l'astreinte de 85 € par jour et par panneau. Le bras de fer n'est pas tout à fait terminé. Patronat et syndicats ont entamé aujourd'hui des négociations pour mieux encadrer le télétravail. Aujourd'hui, 1,5 million de Français ont choisi de travailler ainsi depuis leur domicile. Un mode d'organisation qui se développe depuis quelques années. Il comporte beaucoup d'avantages, notamment pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Céline Crespi, Mathias Second. Contrairement aux apparences, Isabelle Casals n'est pas mère au foyer. Elle travaille chez elle. D'ailleurs, ses enfants sont généralement gardés par une nourrice. 4 ans qu'elle est ingénieure informatique dans une entreprise où les réunions se passent comme ça. Sur le projet. Dans son entreprise, tout le monde fonctionne en télétravail. Au départ réticente, elle est aujourd'hui conquise. Je trouve aujourd'hui un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale que j'avais du mal à trouver dans une organisation avec des horaires fixes et surtout sur la région parisienne, à l'autre bout de Paris où je perdais beaucoup de temps dans les transports. Pourtant, les salariés en télétravail sont parfois lésés en termes de progression de salaire ou de carrière. Les télétravailleurs sont souvent submergés de tâches. Sous prétexte qu'ils sont à la maison, les heures de travail deviennent extensibles. Je pense qu'il faut effectivement avoir des repères, ne pas trop exagérer sur les débordements, s'accorder quand même de vraies vacances. Son matériel informatique lui a été fourni par son entreprise, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, syndicats et patronat voudraient une législation claire sur les règles qui encadrent le télétravail. Ils sont 1,5 million en France à souhaiter être traités comme les autres salariés. Installée depuis 40 ans en Saône-et-Loire, l'usine Kodak de Chalon-sur-Saône devrait bientôt fermer ses portes. Le PDG de la filiale française du groupe américain a annoncé que le site devrait être délocalisé en Chine. Face au développement de la photo numérique en France, la direction estime qu'il est stratégique de s'installer dans ce pays émergent qui utilise encore beaucoup d'argentique.
Hier soir, nous vous parlions de cette stagiaire chinoise soupçonnée d'espionnage industriel chez l'équipementier automobile Valeo. Les premiers éléments de l'enquête confirment qu'elle était bien en possession de documents confidentiels et stratégiques. En tout cas, cette affaire met au jour toute la nécessité pour les entreprises françaises de se protéger contre ce genre d'intrusion. Olivier Caroff, Anouk Burel. Wuhan, la ville de Chine presque entièrement dédiée à l'automobile. Des publicités partout, des usines dont Peugeot et Citroën. Et c'est précisément de cette ville que vient Lily Wang, la stagiaire de Valeo arrêtée la semaine dernière. Dans ses ordinateurs, les enquêteurs ont retrouvé des documents confidentiels, notamment les projets de Valeo en Chine. Ce n'est pas la première entreprise française victime d'espionnage, mais d'habitude ces questions se règlent loin des médias. Cette fois, il semble qu'on ait voulu envoyer un message à Pékin. Il n'est pas impossible que certaines autorités en France aient pris comme prétexte ce sujet pour agiter un peu le chiffon en disant aux Chinois attention, vous commencez déjà à dépasser les bornes sur le textile, on vous voit bouger ailleurs, on n'en parle pas pour l'instant, ça commence à nous porter des coups très durs, n'allez pas trop loin. Justement, le ministre chinois du Commerce était hier à Paris. Il a jugé l'affaire regrettable. Quant aux grandes écoles françaises, qui ont besoin d'étudiants étrangers, elles tentent de détecter tout faux stagiaire. Il y a 2 personnes qui en permanence suivent cet élève, par téléphone, par visite, par contact avec son tuteur. Toute anomalie est suspecte à nos yeux, donc on regarde et on s'interroge. Vous avez déjà écarté des suspects? Oui, oui. Pour les spécialistes, les entreprises françaises restent peu conscientes du danger. La DST organise régulièrement des sessions de formation pour les sensibiliser. Demain, le commissaire européen Peter Mandelson va rencontrer le ministre chinois du Commerce pour tenter de régler le problème de l'envolée des importations textiles chinoises. La fin des quotas depuis le 1er janvier fragilise encore un peu plus une industrie française déjà en déclin. Ceux qui s'en sortent, vous allez le voir, misent sur la tradition ou la technologie pour faire la différence avec les pays à bas coût. Yvan Martinet, Mathias Barrois. Ces métiers à tisser, il les connaît par cœur. Eugène Viala a travaillé plus de 10 ans dans cette usine. Il y avait un métier à tisser qui était là et j'ai travaillé dans cet endroit. Mais ici, on ne fabrique plus rien. L'atelier est fermé depuis des années. C'est aujourd'hui un musée. Dans le Tarn, l'âge d'or du textile n'existe désormais qu'en noir et blanc. 15 000 salariés au début du siècle, puis vient la concurrence étrangère. Les filatures du département n'emploient aujourd'hui que 3 000 personnes. Mais certaines entreprises résistent. Elles ont su se spécialiser pour échapper à cette concurrence. Exemple dans cette usine d'une centaine de salariés. La production, des mailles haut de gamme, 170 000 par an. Celle des grands noms du prêt-à-porter français. On voit que c'est hyper fragile le truc. Pourtant, même sur ce marché spécialisé, l'explosion des importations asiatiques se fait sentir. Aujourd'hui, on est confronté comme les autres au problème de l'arrivée de la Chine, au problème des prix très bas. Désormais, votre secteur aussi est concurrencé? Oui, aussi. Oui. Oui, aussi. On a vu en 2004 notre chiffre d'affaires baisser de 20%. Alors Bernard Cabane contre-attaque. Sa riposte, une maille d'un genre nouveau. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce pull? Alors c'est un produit assez révolutionnaire pour notre entreprise. Et je dirais que c'est l'avenir de notre société aujourd'hui. Il y a une technique de tricotage respirante et il est destiné à des grands brûlés. Mais pour élaborer ce produit, il lui a fallu investir, créer un service recherche et développement, embaucher 3 spécialistes. La diversification vers des tissus plus techniques, au dire des experts, un passage obligé. Vous avez là l'illustration de l'utilisation d'un tricot traditionnel, contre-collé avec une mousse, et dont la combinaison des deux devient un tissu à usage technique, qui n'est plus du tout dans du vestiaire, mais dans du siège auto. L'avenir du textile français, c'est ce genre de produit? C'est ce genre de produit. Au pied des Pyrénées, un contre-exemple. 1993, cette usine va mal, elle n'emploie que 9 salariés. 12 ans plus tard, ils sont 39. Leur force, l'artisanat, un tissage à l'ancienne pour des créations actuelles. Nappes, linge de maison haut de gamme, même sur ce marché très spécifique, la Chine fait peur. Vu ce que les Asiatiques arrivent à produire, on a de grandes craintes, quoi. Alors les dirigeants de l'entreprise misent sur le caractère inimitable de leurs produits, le côté traditionnel.
façon de présenter le produit, c'était les petites cagettes de fruits qui sont dans ce pays de producteurs de fruits. Et nous les avons mis là-dedans, des petites serviettes, des petits torchons, et c'est beaucoup plus local et plus agréable. C'est pour accentuer le côté terroir, ça fait partie du marketing. De l'identité, bien sûr. Fort de leur réussite dans le village, les patrons de cette filature se sont vus proposer 7 entreprises en faillite. Une fabrique d'espadrilles, mais là, ils n'ont rien pu faire. Ces chaussures arrivent de Chine pour 1 euro. Ici, leur coût de production est de 9 euros. Les douaniers viennent de saisir près de 8 tonnes de cigarettes de contrebande sur le port de Fos-sur-Mer avec une valeur de près de 2 millions d'euros. C'est la plus grosse saisie réalisée depuis le début de l'année. Les cigarettes étaient dissimulées dans un conteneur en provenance de Chine qui était censé normalement contenir des meubles de jardin. Pour l'instant, on ne sait pas si le chargement était destiné au marché français car le destinataire n'a pas encore été identifié. Tout à l'heure, Jacques Chirac a reçu le médiateur de la République pour faire le bilan de l'année passée. Jean-Paul Delevoye est depuis 1 an à la tête de cette institution indépendante créée en 1973. Une institution, vous le savez, chargée d'aider les citoyens à régler d'éventuels problèmes avec leur administration. Alors en 2004, les réclamations adressées au médiateur de la République ont augmenté de plus de 15% et 81% de ces médiations ont permis d'aboutir à un règlement amiable du dossier. En fait, les Français sont parfois démunis face à certaines règles complexes ou face à des vides juridiques et c'est là que le médiateur peut intervenir. Laurent dit, Vincent Ferreira. Pour faire avancer son dossier, elle a envoyé des courriers un peu partout. Aujourd'hui, c'est une réponse de la part de la présidence de la République. Il ne manquera pas de vous tenir informé dans les meilleurs délais de la solution qui pourra être trouvée pour Jessica. C'est le courrier que vous attendiez? Non. J'ai le même depuis 2 ans. Car depuis 2 ans, le dossier d'Evelyne Chollet n'avance pas. Sa fille autiste est scolarisée en Belgique. Problème, d'un côté, la sécurité sociale refuse de prendre en charge le transport, 600 euros par mois. De l'autre, impossible pour la maman de trouver une place en France, faute de disponibilité dans un établissement spécialisé. C'est ma fille. Je ne vois pas pourquoi elle est obligée de s'expatrier parce qu'elle est différente des autres. Elle a le droit de vivre près de sa famille comme tout enfant. Sujet épineux pour le délégué du médiateur qui la reçoit aujourd'hui. Dans la moitié des cas, le rôle du médiateur est plutôt de réorienter les demandes vers le bon interlocuteur. Là, il est confronté à une situation difficile car non prévue par les textes, un cas qu'il doit faire remonter. Le rôle du délégué du médiateur dans ce cas, c'est de pouvoir informer et demander au médiateur de la République, certainement en consultant d'autres délégués qui se trouvent dans une situation, qui ont trouvé une situation de la sorte, de rassembler des éléments pour demander une réforme de la réglementation. Le délégué du médiateur s'est tout de même engagé à tenter une négociation avec l'administration sur le terrain. Mais c'est dans une véritable réforme que réside pour Evelyne le meilleur espoir d'une solution durable. Pour l'instant, le Palais de Monaco ne veut pas commenter les révélations faites par l'hebdomadaire Paris Match. Le publie le témoignage d'une hôtesse de l'air d'origine togolaise qui affirme avoir eu un enfant avec Albert de Monaco. Des révélations qui interviennent alors que le Rocher est encore en période de deuil, 1 mois après le décès du prince régné. Yann Fronty, Frédéric Cerulli. Sa photo fait la une de Paris Match. C'est un petit garçon de 20 mois que l'on présente comme le fils caché du prince de Monaco. Des photos privées que la mère du petit Alexandre a décidé de rendre publiques aujourd'hui. Non pas pour l'argent, dit-elle, mais pour se délivrer d'un secret devenu trop lourd à porter seule. Nicole Coste, cette jeune femme de 33 ans d'origine togolaise, prétend sans en apporter la preuve écrite qu'Albert II a reconnu l'enfant. Sur le Rocher ce matin, les monégasques ne semblaient pas vouloir croire pareille révélation. Moi je l'ai vu et j'ai été scandalisée. Ouais, de toute façon les journaux... C'est des journaux à... Un scandale. Mais ça c'est des ragots vraiment. Hein. Vous n'y croyez pas? Non, je crois pas. Ah, moi ça me regarde pas, je m'en fous. C'est comme tous les hommes, ça se peut aussi. Hein. Ça peut arriver. C'est les journalistes qui en disent de toutes les couleurs. Dès hier, plusieurs journaux allemands et britanniques s'étaient fait l'écho de cette paternité supposée. Une affaire déjà très commentée dans le petit milieu des têtes couronnées. À supposer qu'il ait vraiment fait un enfant, supposer que Albert ait fait un enfant à la fille du roi de Suède ou à la belle-fille de la princesse de Fürstenberg, il n'y aurait pas de problème. Le problème, je veux dire, disons-le clairement en mettant les pieds sur la table, c'est que la fiancée choisie soit noire et qu'à Monaco, je veux dire, et dans les principautés et les royautés européennes, ça passe pas.
Ce matin, aucune réaction officielle du palais. Seul l'avocat de la famille Grimaldi a fait savoir qu'il étudiait les suites judiciaires à donner à cette affaire. Une équipe de scientifiques franco-italiens composée de 12 hommes et d'une femme mène actuellement la première expérience d'hivernage sur l'Antarctique. C'est là qu'ils ont choisi d'installer leur station d'observation dans des conditions, vous allez le voir, extrêmes. Frédéric Montail, Dominique Bonnet. Une autre planète, l'Antarctique, le royaume des manchots et des extrêmes. Température jusqu'à -80 degrés, rafales de vent jusqu'à 300 km/h. Un continent qui n'appartient à personne, grand comme 28 fois la France. C'est ici, à 17 000 km de Paris, qu'une équipe franco-italienne de 13 personnes va passer l'hiver dans cette station scientifique, Concordia. Basée à 1100 km des côtes, la station a été surélevée pour éviter de s'enfoncer dans la glace. Après 5 ans de travaux, 12 hommes et une femme vont vivre pendant 10 mois dans l'obscurité, avec pour horizon le ciel le plus pur du monde, la Mecque des astronomes. C'est des choses qu'on retrouve qu'en espace. Et on a un site pareil il y a des kilomètres autour de nous. On peut installer des télescopes un peu partout. Aujourd'hui, retour en France. Au ministère de la Recherche, pour la première fois depuis 6 mois, les familles de l'équipe ont pu communiquer par satellite sur écran géant, séquence émotion. Attends, je vais te passer Pierre. Bonjour papa. Ça va mon grand? Ouais. Les enfants ont bien pris ça et bon, on se dit qu'un an dans une vie c'est pas beaucoup. Même s'il n'est plus là pour les enfants au quotidien? Oui, ça va parce qu'en fait il y a internet donc ils s'écrivent au téléphone une fois par semaine le dimanche donc bon, il a quand même des nouvelles quoi. Dans leur prison de glace, les 2 Italiens et les 11 Français ne vont pas chômer. Analyse de la couche d'ozone, étude de glace vieille de 900 000 ans, astronomie, médecine, un programme scientifique complet pour mieux comprendre par exemple le réchauffement de la planète là où elle est la plus froide. Tennis aujourd'hui, lors du 2e tour des Masters Series de Rome, André Agassi, ancien numéro 1 mondial, s'est imposé face au prodige français Richard Gasquet en 2-7, 6-2, 6-3 au terme d'un match peu éprouvant pour l'Américain. Fébrile, le Français n'est jamais vraiment rentré dans la partie. Et puis football avec la Ligue des Champions portée, vous l'entendez, par la ferveur d'Anfield Road. Liverpool s'est qualifié mardi pour sa 6e finale en arrachant une difficile victoire 1-0 face à Chelsea sur un but controversé de Luis Garcia dès la 4e minute. Voici ce but controversé. Cinéma, depuis son prix d'interprétation féminine à Cannes pour Rosetta, Émilie Duquesne a fait du chemin. La revoici dans Avant qu'il ne soit trop tard, un film où elle campe le rôle d'une jeune femme libérée qui réunit ses amis d'enfance une dernière fois avant de vendre sa maison. Marie-Jo Jouan, Bernard Connor ont rencontré l'actrice. 10 trentenaires en quête d'amour. Ils sont réunis pour la dernière fois dans le chalet où ils ont connu leur meilleur moment. Il y a 40% des femmes françaises qui n'ont jamais taillé de pipe à leur mec. Pourquoi tu dis ça en me regardant? Petit règlement de compte entre amis, secret révélé, rupture en ligne. Une dernière nuit qui tourne au jeu de la vérité autour d'Aurélia, la plus jeune d'entre eux, la plus libre. C'est ce qui a séduit Émilie Duquesne. Surtout ces airs comme ça de jeune fille extrêmement bien dans ses pompes, il y a quelque chose qu'elle garde pour elle, c'est ce qui la rend encore plus attractive. Regarde les animaux. Les gazelles, tiens, par exemple. Voilà. Faut pas se faire bouffer par les jaguars, les gazelles. Elles vivent en bande, comme nous. Elles n'ont pas de vie de couple. À 30 ans, on commence déjà à regarder derrière soi. Le meilleur ami ne serait-il pas le premier et unique amour? Et puis, après, elle retourne dans la meute. Et tu crois pas qu'on peut faire une meute juste à 2? Une histoire de génération, un film de copains, c'était la volonté du réalisateur qui a réuni toute l'équipe de comédiens dans le chalet une semaine avant le tournage. Chacun a pu ainsi trouver ses marques. Je pense que c'est une vraie palette, tous ces personnages-là ensemble dans ce film, de tout ce qu'on peut être, ressentir ou avoir vécu en une seule personne. Ils sont à 10 personnes ce qu'on peut être soi-même. Ceux qui n'ont pas encore 30 ans auront un aperçu de ce qui les attend. Ceux qui les ont déjà depuis longtemps auront un petit coup de blues. La force de ce film, c'est l'identification. C'est bien dans l'air du temps.
Aujourd'hui, Gérard Jugnot et Christophe Baratier ont été faits respectivement chevaliers de l'ordre de la Légion d'honneur et chevaliers de l'ordre des arts et métiers par le ministre de la Culture. C'est une reconnaissance après le succès du film Les choristes, réalisé justement par Christophe Baratier. Gérard Jugnot, acteur français le mieux payé, plus de 5 millions d'euros en 2004, est notamment célèbre pour avoir joué dans plus de 70 films, dont Les Bronzés, un film culte. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet, le point rouge, Julien Pascal. 21h, celle qui reste avec Julie Depardieu. 1h05, dernier journal, Jean-Claude Renaud. 1h30, des mots de minuit, Philippe Lefebvre. Dès 6h30 et les matins, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Jean-Paul Delevoye, justement, médiateur de la République. Et on se quitte sur ces images d'Égypte, précisément à Saqqara, près du Caire, où des archéologues viennent de se faire une exceptionnelle découverte dans la nécropole du roi Téti Ier. Eh bien, c'est une momie vieille de 2300 ans, véritable trésor de l'antiquité égyptienne. La momie était enfermée dans un sarcophage en bois et enveloppée dans un linceul en lin. Excellente soirée sur France 2, à demain, 20h.